Est-il possible d'être pertinent dans tous les domaines? Et comment on touche tous ces domaines? À quel droit? Enfin, moi, j'ai commencé à travailler, soi-disant, aux années 1960, à la fin des années 60. Et j'étais ici en Grèce. Il y avait à cette époque-là les régimes militaires. Et mon intérêt à cette époque-là, c'était la poésie et la photographie. C'est comme ça que j'ai commencé. Et j'ai eu la chance, à cette époque-là, d'apprendre l'anglais. Et j'ai eu l'occasion de lire un petit peu la littérature anglaise et américaine. Il faut dire que les années 60, surtout avec les régimes militaires, il y avait un contrôle de tout. C'est très difficile d'avoir une information. Il n'y avait pas la même possibilité avec la télévision, tout ça. Alors j'ai eu la chance de lire des textes, par exemple, à cette époque-là c'était difficile, des textes d'Orwell, des textes de Huxley, de la poésie anglaise, la poésie grecque, évidemment, tout ça. Alors j'ai commencé d'avoir toujours une interaction, soi-disant, avec quelque chose qui dépasse la Grèce. J'étais aux États-Unis à 69, 68, 69, 70. Alors, cette époque-là, c'était le mouvement des hippies, comme on dit. C'est le mouvement anti-war, against la guerre. C'était après le mai 68. Alors, j'ai quitté la Grèce pour aller aux États-Unis. J'ai quitté un régime militaire et je me trouvais dans une université qui s'appelle University of Wisconsin, qui c'est l'université le plus radicale des États-Unis. Alors, la différence est énorme. Comme ça, c'est. Dépassement total. Voilà. Et c'était le grand bonheur parce que c'était. Alors, j'ai vécu tous les mouvements des années 60 et les moments du déclin. Parce qu'il y avait à 69, 70, c'était la fin de la guerre du Vietnam, et plaf, il y avait vraiment. On a vécu, en tant qu'étudiant, tous ces mouvements, et aux années 70, cette époque-là, c'était vraiment la. C'était étudié quoi? Là, j'ai fait une sorte de sociologie industrielle. C'était ça mon. Sociologie Industrielle. okay. Parce que comme j'ai terminé ici l'école polytechnique, Ouais. alors, et c'est comme ça j'ai pris le goût pour les sciences sociales. Je voulais toujours faire quelque chose avec les sciences sociales, parce que j'avais toujours une passion pour la question de la culture. Aussi, j'ai eu l'occasion, là, je suivais des cours de photographie, parce qu'il y avait dans cette université, il y avait des infrastructures énormes pour faire des activités, parce que c'est une université avec 70 000 étudiants. Voilà, j'ai eu l'occasion là de vivre l'atmosphère, et là, j'ai eu l'occasion de connaître beaucoup d'artistes, parce que vraiment, c'est une explosion. Et j'ai vu qu'il était vraiment un mélange de tout était possible. Il y avait, dans cette université, il y avait des étudiants de tous les pays du monde, d'Amérique latine, de l'Europe, etc. Alors j'ai compris un petit peu qu'est-ce que c'est l'universel ou non. Ouais. Alors, et aussi, j'ai eu l'occasion, là, je suivais des cours de photographie, parce qu'il y avait dans cette université, il y avait des infrastructures énormes pour faire des activités, parce que c'est une université avec 70 000 étudiants, que c'était une université qui avait beaucoup de richesses. Alors, ils avaient toujours des possibilités de créer des séminaires, de suivre. C'était vraiment comme un paradis, dans une atmosphère américaine qui était vraiment en pleine explosion. Et cette atmosphère, aux années 70, a été contrôlée, soi-disant, parce qu'il y avait l'explosion, et après il y avait une sorte de réforme, et tout est revenu, une sorte de calme. Et à ce moment-là, j'ai quitté les États-Unis, et je me suis trouvé à Paris. Est-ce qu'ils étaient au courant de la dictature des colonels? Oui, mais quand même là, leur problème c'était la guerre. C'était aussi parce qu'il y avait beaucoup de déserteurs. Et Wisconsin se trouve au nord des États-Unis, c'est le Canada. Beaucoup d'étudiants qui étaient appelés pour faire leur service ne voulaient pas aller au Vietnam. Ils partaient au Canada, ils changeaient leur passeport, comme ça, un peu c'était très facile à l'époque-là de changer avec les cheveux.
Alors il y avait une communauté des Américains qui était entre le Canada et les États-Unis. Et après, il y avait un mouvement très radical. Il y avait les Black Panthers. C'était après ça ou c'était même avant? Un peu avant. C'était avant, mais bon, moi j'ai rencontré tout ça à Wisconsin. Oui. Et j'ai vu tout ça. Et il y avait des différents groupes trotskistes. Il y avait des Vous Weathermen. étiez engagé à l'époque? J'étais. Oui, enfin, parce que toute l'université, c'était une atmosphère effervescente. C'était une atmosphère très forte. Parce qu'il y avait tous les groupes, toutes les idées, à tous les Même niveaux. les trotskistes. Même les trotskistes. Il y avait des trotskistes de New York, mais il y avait des trotskistes qui étales d'origine juive même, ils étaient habillés comme avec des lunettes. C'est le côté folklorique. L'essentiel, c'était vraiment, il y avait tous les danses possibles. Et tous les étudiants de tous les pays du monde. Et après, comme il y avait une La explosion. danse européenne aussi. La danse, il y avait. C'est-à-dire qu'il y avait des maoïstes, des, tout. des communistes. Tout. C'est vraiment évidemment de petits groupes, mais ils étaient tous là. Ouais. Il y avait une cause commune, c'était contre la guerre, que ça, tout le monde était uni, il n'y a pas de question. Et en même temps, c'était une explosion au niveau intellectuel, au niveau artistique, parce que c'était possible de faire des choses. Il y avait le théâtre, comme l'université avait des moyens, l'université avait une sorte de... Il y avait un espace pour la radio, un espace pour la télévision, parce qu'il y avait des départements des études théâtrales, par exemple. Il y avait des études musicales. Alors, les responsables, soi-disant, de la musique jazz, c'était Cecil Taylor, le plus grand pianiste. Vous avez fait la connaissance des célébrités de l'époque? Oui, parce qu'ils étaient là. Et en plus, il y avait tous les groupes possibles. Jimi Hendrix, Janis Joplin, tous les grands, non? Parce qu'à cette époque-là, ils étaient là-bas. Comme l'université était énorme, c'était possible d'organiser des grands concerts. Alors, c'était presque de manière très, très organisée. Qui va passer après? Après, il y avait tout le monde, il y avait des tours de différents. Par exemple, Jimi Hendrix est arrivé, mais comme il était dans un état un peu bizarre, pour lui, c'était impossible de faire son concert parce qu'il a trop de drogue et tout ça. Et Janis Joplin était là, Peter, Paul et Mary. Bref, c'était à peu près l'atmosphère. Alors ça, c'était pour moi vraiment une grande découverte parce que c'était cette turbulence que j'ai vécue. Et cette turbulence était contrôlée à la fin parce que l'université, après la guerre du Vietnam, s'est calmée. Il y avait des petits groupes, mais il n'y avait pas une cause qui pourrait mobiliser tout le monde, comme c'était avant. Et c'est moment-là. Vous êtes parti pour aller à Paris? Je suis venu ici en Grèce, j'ai fait mon service militaire. En 1973, je suis allé à Paris. Et là, j'ai eu l'occasion, pour préparer un doctorat d'État, et j'ai eu l'occasion. Sur quoi? C'est sur la question de la culture, enfin, c'est le changement culturel dans le monde actuel. Cette époque-là, il y avait une question très difficile, c'était les risques technologiques comme élément culturel. C'est comment ça change dans la société le fait qu'il y a un risque qui vient de la technologie. Et alors, les risques technologiques de cette époque-là, c'était surtout le nucléaire. Alors, c'était, par exemple, alors cette époque-là, c'était assez intéressant et assez novateur de travailler sur la question des risques technologiques. Maintenant, c'est une banalité, mais à cette époque-là, il n'y avait pas de moyens. Alors, et mon approche, c'était à travers sur la question comment on peut saisir les risques en tant que phénomène culturel. Ça signifie comment les gens perçoivent les risques, quel type de sens ils donnent, comment ils créent une sorte de structure logique pour mettre les risques, et comment, au niveau presque inconscient, ils créent des univers dans lesquels les risques technologiques jouent un rôle. C'était ça notre recherche, dans un grand département de sciences qui était en relation avec le ministère et les centres de recherche nucléaire, les recherches sur l'environnement. Il y avait, à cette époque-là, le premier effort de créer une recherche interdisciplinaire.
Et comme moi, j'ai eu l'occasion dans ma vie de passer par l'école polytechnique, de faire des études aux États-Unis et de faire des sciences sociales, j'ai eu comme mission de créer des liaisons entre des gens qui sont spécialistes mais qui n'arrivent pas à communiquer. Alors, ma question, c'était de tester si un esprit interdisciplinaire, c'était possible. Alors, la question de l'interdisciplinarité, c'était une question ouverte à cette époque-là. Alors, j'étais chargé de faire les tours des séminaires à Paris pour voir quelles sont les idées. Alors, pour une raison assez heureuse, j'ai eu l'occasion de suivre les séminaires de Michel Foucault pendant 4 ans, des séminaires de Lévi-Strauss. Et j'ai commencé à avoir cette idée d'interdisciplinarité. Alors, je me pose la question à côté, parce que j'avais mes intérêts artistiques, alors je me pose la question, ok, je passe toute la journée avec, et je pose la question, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau artistique? Est-ce qu'il y a un esprit interdisciplinaire dans les arts? Et là, j'ai transporté ces idées, parce que j'étais avec un groupe d'artistes, qui était un groupe d'artistes extrêmement ouvert, parce que aux années 70 en France, il y avait un phénomène assez particulier, c'était la fin des petits ateliers typographiques. Parce qu'avec les nouvelles technologies, encore une fois les nouvelles technologies, cette époque-là c'était offset, il y avait les grandes usines qui prenaient en charge toute la production des matériaux, des livres, des choses comme ça. Alors, les petits ateliers typographiques étaient obligés de fermer parce qu'il n'y avait plus de travail. Alors, et surtout les techniciens qui étaient dans des machines typographiques étaient obligés de travailler pour les grandes usines. Tous les week-ends, on passait le temps d'être ensemble pour travailler avec des textes, imprimer des textes avec une image, discuter avec les peintres avec les poètes, les techniciens, tout ça. Il y avait une sorte de laboratoire où il y avait cet échange. À cette époque-là, en même temps, il y avait ce mouvement qu'on appelle Small Press Movement, et qui était aussi à New York et à Paris. Et c'était l'idée que le poète, le peintre, il devient lui-même éditeur, il devient lui-même producteur de ses œuvres. Alors ce mouvement, c'était vraiment une sorte de libération contre les grandes maisons d'édition, contre les systèmes comme ça, parce que c'était possible de créer des petites communautés artistiques qui pourraient faire des choses comme ça. Et à mon retour ici en Grèce, j'ai élaboré tout ce matériel et j'ai fait ce livre il a structuré comme axiomatique mathématique. C'est pas apparent, mais ce sont des poèmes. Mais en réalité, c'est différents niveaux de la réalité, soi-disant, politique, personnelle, érotique, etc. Et j'ai essayé de voir à chaque niveau si on arrive d'avoir une expression poétique telle qu'elle pourrait être correspondante au niveau, mais quand même d'avoir quelque chose qui traverse tout le travail. Parce que la théorie du isomorphisme, il dit, si on a deux espaces, et si entre les espaces il y a une telle relation, c'est possible de manipuler les choses à un espace, et après on peut avoir, soi-disant, des résultats aussi à l'autre. C'est comme en mathématiques. Dans les mathématiques, on fait une abstraction, on manipule des variables, soi-disant, mais les résultats sont applicables dans les phénomènes qui sont d'environnement, dans les phénomènes d'énergie, dans les phénomènes sociaux, parce que les mathématiques ont leur propre logique. C'est presque une version pythagorienne de Pythagoras, mais un peu plus abstraite. C'est pas les chiffres, il n'y a pas l'harmonie des chiffres, mais quand même c'est quelque chose de plus abstrait.